matin où l'une des jumelles disparues revint à Mallard, Lou Lebon se précipita au diner pour annoncer la nouvelle. Ce matin d'avril 1968 donc, comme il se rendait au travail, Lou avait aperçu Désirée Vigne qui marchait le long de Partridge Road, une petite valise de cuir à la main. Elle était la même que lorsqu'elle était partie à 16 ans, le teint clair, couleur sable légèrement humide. Je suis tellement contente de reprendre la caméra pour vous parler de ce livre. Ça faisait longtemps je pense, que j'avais pas eu un tel coup de cœur. Et oui, je fais durer le suspense, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu pas mal de très bonnes lectures. Vraiment, je choisis bien mes lectures en ce moment et je suis assez fière de moi, hein, on va pas se mentir, mais là, que dire? Je suis tellement contente d'avoir cette chaîne quand c'est pour parler de lectures comme celle que je vais vous présenter, parce que c'est à ce moment-là que on est vraiment content d'avoir une plateforme sur laquelle échanger et parler des livres, parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée et que je suis vraiment très contente de vous présenter. Et trêve de suspense, ce livre c'est L'autre moitié de soi de Brit Bennett. En gros, ce livre, je le connais depuis hyper longtemps. Enfin, je sais qu'il existe depuis vraiment très longtemps. J'étais notamment tombée dessus maintes et maintes fois chez Gilbert Joseph d'occasion, et je sais pas pourquoi, ça m'a jamais attirée, je m'étais dit que c'était pas pour moi, ou je sais pas, l'histoire elle me tentait pas, enfin je sais pas quel blocage il y avait, mais il y avait ce blocage. Et en gros, je savais que ce livre existait parce que, je ne sais pas si vous le savez, c'est totalement en détail, mais Barack Obama publie chaque année la liste des livres qu'il a préféré lire dans l'année, et je crois que c'était genre en 2020, ce livre figurait dans cette liste. Et j'étais tombée dessus, je m'étais dit ah ouais ok, pourquoi pas, ça a l'air chouette. Tout ça pour dire que quand je pars en vacances, je prends ma liseuse et j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, de payer des e-books 15 € parce que c'est des e-books, donc je regarde toujours dans les promotions et j'essaie de trouver des livres à 3-4 € et tout. Et là, coïncidence, ce livre est en e-book à 3,50 €. Je me dis bon, c'est l'occasion de tester, ça fait longtemps que je le vois, ça fait longtemps qu'il m'intrigue même si j'ai jamais sauté le pas, on va essayer. Et quelle découverte les amis, quelle découverte. Vraiment, c'était un livre incroyablement touchant, profond, intelligent, c'était vraiment un coup de cœur, et je suis très contente parce que j'en ai parlé dans un des goûters littéraires de Mademoiselle Lee, et une personne qui l'a lu après a aussi beaucoup aimé, donc je vois qu'il n'y a pas que moi qui l'émeut, et je suis très heureuse. Bon, je blablate, mais L'autre moitié de soi, de quoi ça parle? C'est l'histoire de deux jumelles qui s'appellent Désirée et Stella, qui habitent à Mallard. Mallard, c'est une ville des États-Unis en Alabama qui est un peu spéciale parce qu'en gros, elle a été fondée par une personne de couleur de peau noire, mais ensuite, petit à petit, ils ont fait en sorte de se reproduire, de se marier avec des personnes de couleur de peau de plus en plus claire pour que leur descendance, justement, soit de plus en plus blanc, on va dire. Et la particularité, c'est que pourtant on a une époque où il y a encore la ségrégation raciale, et que donc Mallard est une ville où il n'y a que des personnes de couleur de peau blanche, mais qui sont techniquement des noirs avec un grand N. C'est-à-dire que ils ont beau être blancs de peau, ils ne peuvent pas aller dans les bus avec les blancs, ils ne peuvent pas aller dans les restaurants avec eux, dans les boutiques, bref. C'est vraiment très particulier parce que ils sont des noirs avec un grand N en ayant une couleur de peau qui est vraiment très claire. Désirée et Stella font partie de ces jeunes filles qui ont une couleur de peau qui est très claire, mais évidemment elles s'ennuient à Mallard, c'est des adolescentes, elles ont 14 ans, l'une est très tempétueuse, l'autre elle est beaucoup plus calme. Tout ça pour dire qu'un jour elles vont disparaître. Elles vont vraiment disparaître au cours d'une soirée du village, elles vont en profiter pour fuir à la Nouvelle-Orléans sans prévenir personne, sans prévenir leur mère, rien du tout, elles vont disparaître. On va rapidement comprendre qu'elles sont parties à la Nouvelle-Orléans, on va avoir des nouvelles d'elles, on va les retrouver, je sais plus trop. Et ensuite, on va apprendre que Stella a elle-même ensuite quitté sa sœur jumelle et qu'elle a décidé de devenir blanche. Devenir blanche, qu'est-ce que c'est? En fait, elle s'est dit, puisque je suis blanche, tout est dans l'attitude et l'état d'esprit, qu'est-ce que ça donnerait si je me comportais comme une blanche? Elle va essayer, du coup ça va changer sa vie, et la vie continue un peu comme ça, sauf que Désirée va revenir dans sa ville natale, donc Mallard, 14 ans après, et ça va faire grand bruit, hein, ça va faire grand bruit évidemment dans le village, et tout ça en fait c'est le point de départ d'un roman sur l'identité, la question de soi, la question de trouver sa place dans une société, puisque à travers cette histoire des jumelles, on va découvrir plein de personnages secondaires et différents qui vont croiser leur route, et c'est un peu
un roman familial puisque on va suivre ces jumelles de génération en génération puisqu'on va découvrir leurs enfants. Et les personnages secondaires qu'il y a sont tellement intéressants, que ça soit la mère des jumelles, les hommes qu'elles vont rencontrer dans leur vie, leurs enfants. Toutes ces personnes vont rencontrer d'autres personnes et en gros, on va avoir une multitude de manières de questionner l'identité. L'identité raciale, l'identité de genre, l'identité sexuelle, l'identité sociale. On va en fait décortiquer la question de qui suis-je de plein de manières différentes. Et vraiment, l'histoire des jumelles n'est que la base, n'est que le début de cette intrigue. Et c'est tellement intéressant. On n'a aucun jugement de la part de l'autrice. On suit ces personnages qui sont mine de rien de classes sociales différentes, de mondes différents, de milieux différents et qui pourtant ont cette même problématique, ce même questionnement de qui je suis, où est ma place dans cette société, comment je la fais. On a le questionnement très intéressant de Stella qui est que si on vit un mensonge pendant tellement d'années, est-ce qu'on devient ce mensonge ou est-ce que finalement ce qu'on est, c'est ce qu'on est au début, c'est nos racines, ou est-ce qu'on peut se reconstruire? C'est tellement profond. Enfin, je lisais des phrases de ce livre et je m'arrêtais et je les relisais parce qu'elle touchait en plein cœur, elle touchait juste. C'est émouvant. On a vraiment cette idée de être noir, être blanc, c'est bien plus qu'une couleur de peau en fait. C'est ce que la société t'impose, ce que tu t'imposes à toi-même, et ça montre à quel point ces pensées, ces croyances, ces préjugés, elles sont vraiment ancrées dans le système, elles sont presque pathologiques, et que c'est hyper dur en fait d'en sortir. L'autrice qui est elle-même afro-américaine, on sent qu'il y a un questionnement qui est vraiment très bienveillant autour de ces questions-là, très complet. On a vraiment un spectre hyper riche autour de l'identité en règle générale, de nouveau sans jugement, sans conception de ce qui est bien ou pas bien, ce que tu devrais penser, pas penser. C'est des personnalités et des caractères des personnages qui sont extrêmement justes, extrêmement touchants, très complexes et en même temps très humains dans leurs qualités et leurs défauts. C'est des questionnements en fait qu'on a en tant qu'humain et c'est une manière de prendre chaque personne de manière individuelle et de dépeindre des problématiques qui sont en fait hyper universelles. Je me retrouve dans ces questionnements d'identité, dans qui suis-je, comment je me construis entre ce que la société elle veut de moi, ce que moi je pense être, la famille aussi, les projections qu'elle donne sur toi. C'est dur d'en parler, je vous jure que c'était tellement bien. Tout repose sur la construction des personnages parce que c'est tellement riche et tellement bien fait. On est dans une narration qui est dynamique en plus parce qu'on va suivre plein de points de vue, plein de chapitres. On a des petits sauts dans le temps, mais en même temps, ça ne nous perd pas du tout, hein. On a plusieurs fresques temporelles, mais c'est très fluide, très facile à lire. Mais là, à chaque fois que je finissais un chapitre, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Ce livre m'a tellement touchée, j'ai trop envie de lire l'autre roman de l'autrice qui est Le cœur battant de nos mères, je crois. C'est pour moi une prouesse d'écriture, c'est une thématique qui je pense est chère à l'autrice parce que je crois qu'on parle de la même thématique dans son autre roman. Et c'est fait avec tellement d'humanité, de bienveillance, et en même temps c'est profond, c'est riche, intelligent de nouveau. J'ai l'impression qu'en fait je répète tout le temps les mêmes adjectifs depuis tout à l'heure, mais c'est les mots-clés pour retenir ce livre. Je vous jure que si vous avez besoin d'une lecture qui est parfaite en même temps pour l'été parce que ça se dévore, en fait ça se lit très bien, et qui est en même temps hyper prenant, vous êtes tellement attaché aux personnages, j'ai l'impression qu'ils existent, et ça je trouve que c'est vraiment très fort quand on s'attache à ces personnages au point que on se dit qu'est-ce qu'ils vont devenir après, et on y pense et on s'invente la suite et on se soucie en fait de leur bien-être et de ce qu'ils vont devenir. Moi ça m'a vraiment fait cet effet là. Donc je disais quelque chose qui se lit extrêmement bien et qui en même temps va vous apprendre des choses, va développer votre esprit critique, va vous amener à vous poser des questions, à raisonner sur plein de sujets en fait qui sont propres à chaque individu et en même temps tellement universels. Tous les hommes se posent la question de quelle est ma place dans cet univers, quel est mon rôle, et si c'est des mots-clés, des thématiques qui vous intéressent, l'identité raciale, l'identité en règle générale, lisez ce livre, c'est un bijou, une pépite. Vraiment,
Je ne saurais pas quoi dire d'autre à part lisez ce livre, je vous jure qu'il fait partie de mon top 10 des lectures de l'année, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'avec Zephyr Alabama, c'est mes deux lectures qui m'ont le plus marqué récemment. Des lectures où je me dis ok, je vais m'en souvenir, j'ai envie de les relire déjà maintenant alors que je viens de les terminer. Et c'était hyper poignant, hyper émouvant, humain, bref, lisez l'autre moitié de ça. Et avant de terminer ce clip, je précise que le titre en anglais c'est The Vanishing Half, donc référence à la sœur qui devient blanche, blablabla. Mais je trouve que le titre en français est un poil mieux, parce que l'autre moitié de soi, ça pose encore plus loin cette problématique de qui je suis dans cette opposition société vs moi, enfin bref, je trouve que le titre est extrêmement bien traduit et très bien choisi, donc bravo aux éditions Autrement. D'ailleurs c'était la première fois que je lisais un livre des éditions Autrement et ça annonce d'excellentes lectures si c'est de cette même qualité. D'habitude je vous lis la première page des romans, mais là puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles, je vais vous lire ce que Jean-Marc Ligny dit à propos de ce livre. Quand j'ai pris conscience au tournant du siècle que le réchauffement climatique était inéluctable, ma réflexion d'auteur de SF en a pris un coup. Je me suis dit, ce n'est plus un avenir possible, c'est un avenir certain. Toute réflexion sur l'avenir devait désormais intégrer ce critère. Le climat va changer et l'humanité va s'en trouver modifiée. Il a fallu que je comprenne ce qui allait se passer, ce qui risquait de se passer et les conséquences physiques, mentales, économiques et sociales à court, moyen et long terme. C'était devenu incontournable. Je vous reprends parce que j'ai terminé le recueil de nouvelles 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny. Jean-Marc Ligny qui est un auteur de science-fiction francophone, donc je suis très contente de l'avoir découverte, c'est la première fois que je lisais un de ses livres. Et donc là, on est sur 10 nouvelles qui sont publiées, alors attendez, je le dis au début, sur plusieurs années en fait, qui ont été publiées entre le début des années 2000 et octobre 2021 pour la plus récente. Et ce sont toutes des nouvelles qui ont été écrites sur les conséquences du changement climatique. C'est quand même une thématique qui est très chère au cœur de Jean-Marc Ligny parce que je crois qu'il écrit Exode, Aqua et qu'à chaque fois c'est un désastre climatique causé par les hommes et des héros qui doivent s'en sortir, je crois. Mais il y a une grosse critique sur les actions des hommes et un peu le déni climatique auquel on fait face en ce moment. Bref. Il dit dans la préface, je vais vous lire exactement, parce que... Ah oui, il dit « Il n'y a certes pas lieu de s'en réjouir, mais il n'y a pas non plus à désespérer. Dans ces histoires, les personnages, héros du quotidien, parviennent parfois à s'en sortir ou à s'adapter. La vie continuera, mais plus comme avant, c'est certain, et c'est tant mieux dans un sens. Les héros ne s'en sortent vraiment pas souvent. Ne lisez pas ce recueil de nouvelles si vous êtes un peu déprimé. Ne le lisez pas si le réchauffement climatique, le désastre un peu planétaire qu'on est en train de créer, c'est quelque chose qui vous touche, mais pas juste qui vous touche, enfin voilà, qui vraiment vous met mal. Si vous voyez des mauvaises nouvelles, j'en sais rien, si vraiment ça vous met mal, ne lisez pas ce recueil de nouvelles parce qu'il est excellent, mais il est un peu hardcore au niveau émotion négative et choc qu'il t'inflige. Comme il dit, on est donc avec des héros du quotidien. Les nouvelles sont pas du tout de longueur égale puisque certaines font seulement, je sais pas, 5 pages, 7 pages, alors que d'autres vont en faire plus de 30. En tout, donc on a 10 nouvelles sur un peu plus de 230 pages. Et elles peuvent se lire indépendamment, mais en même temps, c'est des nouvelles en fait qui restent dans le même univers, je pense, dans le sens où c'est la même planète qu'on a détruit quoi. C'est le même type de destruction, c'est le même type de reconstruction. À chaque fois c'est des héros qui ont l'air d'être dans des zones géographiques différentes, mais ce qu'ils doivent traverser et le type de monde dans lequel ils sont similaires. On a même parfois des termes un peu communs, enfin bref. Donc ça se lit indépendamment et en même temps ça tisse une espèce de toile et une espèce de représentation de notre planète détruite qui est très cohérente et uniforme en gros. Donc ça se lit quand même comme un tout. Il y a donc 10 nouvelles qui sont vraiment très bonnes et je trouve que la qualité est assez constante, je les ai toutes beaucoup aimées. Certaines m'ont vraiment brisé le cœur, il y en a d'autres qui forcément m'ont un peu moins impacté, enfin c'est le jeu des nouvelles, on est toujours plus ou moins touché, mais certaines m'ont vraiment brisé le cœur, enfin je vous en parlerai un peu de mes préférés après. C'est un horizon à peu près dans 25-30 ans, donc
les personnages qui sont en train de vivre les atrocités et les horreurs qu'ils vivent, ça pourrait être nos enfants. C'est pour ça que je vous dis que si c'est des trucs qui vous touchent, le fait de laisser une planète assez fatiguée à nos enfants, peut-être passez votre tour ou ne lisez pas tout d'un bloc et faites vraiment des pauses. Parce que moi, je faisais des pauses entre les nouvelles parce que ça m'impactait un peu trop. Et c'était tellement pessimiste et tellement dur et choquant parfois que t'as besoin de respirer entre chaque nouvelle. Vraiment, prenez votre temps parce que sinon vous avez envie de vous tirer une balle. Mais blague à part, c'est quand même un très bon recueil de nouvelles pour se rendre compte aussi de certaines actions qu'on fait, d'où ça peut mener. On est sur quelque chose d'un peu apocalyptique, on va pas se cacher. J'ai adoré notamment la nouvelle Le Porteur d'eau, qui est en fait l'histoire d'un homme qui vit en communauté, ils arrivent à peu près à s'en sortir, ils ont un camion pour aller chercher de l'eau, évidemment l'eau est rationnée, etc. Et le camion va tomber en panne, il va devoir aller chercher de l'eau avec une mule, il va se passer plein de choses qui vont faire que rien ne va se passer comme prévu évidemment. Mais cette nouvelle est très intéressante parce que elle dépeint de manière très complète, enfin même si c'est sur un microsystème, on découvre beaucoup de choses sur comment on peut s'organiser après ce type de catastrophe naturelle. Une fois qu'il n'y a plus trop d'eau, il fait en fait à chaque fois 60 degrés au soleil et 38 degrés à l'ombre dans leur histoire. Vraiment, les mecs, s'ils sortent entre, je sais pas, 8h et 16h, ils crament. Tu ne peux pas. Le réchauffement climatique est tellement fort qu'il fait 60 degrés, et ça c'est le cas dans toutes les nouvelles. Il fait très chaud, les terres sont arides, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il y a presque plus d'animaux, donc il faut trouver une manière de survivre. Et donc voilà, Le Porteur d'eau, déjà je trouve qu'elle est extrêmement bien écrite, elle a une fin incroyable, et elle décrit vraiment comment cet écosystème peut continuer à survivre, comment on peut s'organiser en tant qu'être humain pour essayer de survivre, tout simplement, voilà. Et surtout, il y a de nouveau ce pan de même dans le pire du pire et en cas de catastrophe naturelle, il y a toujours des hommes qui essaieront d'en profiter, de tirer sur leur épingle du jeu. Et je trouve que c'est ça le plus déprimant, c'est que ce livre ne nous dépeint pas une humanité vraiment bienveillante et solidaire, même si, on va pas se mentir, il y a des nouvelles qui le sont. Sur la route du Nord, qui est l'histoire d'une petite fille qui va presque risquer sa vie pour aller sauver son chien, elle est vraiment très belle cette histoire. Mais dans les autres, il y a quand même beaucoup de pans de l'histoire qui sont décrits, qui nous font bien comprendre que l'humanité n'est pas solidaire dans cette catastrophe et que, comme partout en fait, dans chaque crise, il y a des gens qui se font avoir et des gens qui en profitent. Une crise écologique ne fait pas exception. On a aussi 2030-2300 qui est une nouvelle en gros qui se partage en deux points de vue, donc un homme en 2030 et une femme qui raconte des histoires un peu au bord du feu en 2300. Et elle est vraiment très impactante parce que on se rend compte que des choses qu'on fait maintenant et qu'on pense faire pour le bien futur peuvent se retourner contre les générations futures. Et si ça, c'est pas une belle allégorie du réchauffement climatique et de ce qu'on est en train de faire, puisque de génération en génération, si on ne change pas les choses, c'est les générations d'après qui payent les pots cassés. Donc elle est vraiment très sympa. On a L'Aéroport aussi, qui est une nouvelle qui est un peu plus optimiste et très belle, puisqu'on y parle un peu plus d'espoir, d'investissement, de résilience. Elle est très courte, très simple. Je vais pas vous la raconter, mais L'Aéroport, elle a une petite touche quand même de positif dedans. Je la trouve très agréable et c'est vraiment un homme qui va faire preuve de résilience et qui, malgré le quotidien vraiment très, très difficile qu'il est en train de vivre et malgré ce qui va lui arriver, va continuer à espérer pendant 30 ans pour trouver une solution, pour aller vers un monde meilleur, pour trouver un meilleur mode de vie. Il y a un beau message d'espoir dans cette nouvelle-là que j'ai beaucoup aimé. Tout ça pour dire que, excellent recueil de nouvelles. Le seul petit défaut, enfin le seul point qui m'a manqué, on va dire, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est quelque chose où ça m'a un peu frustrée, c'est que dans une nouvelle, on apprend quand même que, évidemment, si t'es riche et que t'avais un peu de thunes, il y a des enclaves qui existent où ils sont sous des dômes climatisés et tu peux vivre pépère à la cool dans ta petite maison et ton petit jardin. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement dans une des nouvelles,
mais via le point de vue d'un personnage secondaire, et ensuite on ne développe pas cette espèce d'organisation, et j'aurais bien aimé qu'on en sache plus sur la manière dont le gouvernement a autorisé ces enclaves, la manière dont ces enclaves fonctionnent, et surtout ce qu'ils pensent vis-à-vis du fait qu'ils vivent quand même dans des bulles protégées, alors que plein de personnes crèvent littéralement brûlées par le soleil, sans eau, sans à manger, rien, en bas de chez eux, derrière leurs frontières. Et je trouvais que ça aurait été intéressant d'avoir ce point de vue là aussi, de quelqu'un qui vivait vraiment dans l'enceinte et de voir un peu l'intérieur, parce que évidemment c'est quelque chose qui, je pense, existerait aussi. Comme dans toutes les crises, ceux qui ont un peu de thunes arriveraient à s'en sortir, et ceux qui malheureusement sont au mauvais endroit, au mauvais moment, ou de la mauvaise classe sociale seraient un peu floués, on va dire. Mais c'est le petit point. Le petit point, on va dire, qui m'a manqué. Ça aurait été un petit plus vraiment pour enrichir l'univers qu'il a créé, parce que là on voit des gens qui survivent en fait beaucoup, mais ça m'aurait plu de voir un peu à la Black Mirror, une petite nouvelle à la Black Mirror sur des gens qui vivent comme ça, un peu en ermite et qui sont dans le déni de ce qui se passe, et voir si ils arriveraient quand même à en prendre conscience, à s'investir dans le collectif ou pas. Enfin, ça m'aurait plu d'avoir une nouvelle à ce sujet, mais c'est voilà, c'est une petite frustration de lectrice parce que c'était vraiment bien et que j'aurais bien aimé en avoir plus. Mais voilà, si les thèmes du climat, de l'écologie, de l'environnement, ça vous intéresse et que vous n'êtes pas trop sensible à ces sujets, genre ça vous met pas en dépression directe, lisez ce recueil de nouvelles, je le trouve excellent, et la plume de Jean-Marc Ligny est vraiment très agréable. On est dans un bon équilibre entre des descriptions, des personnages attachants, très différents, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Je trouve qu'il est vraiment très fort pour nous instaurer une ambiance, distiller comme ça une espèce d'atmosphère un peu pesante. Enfin, moi aussi j'avais un peu chaud, j'étais pas bien, moi aussi j'avais un peu soif, enfin je me sentais desséchée quoi en lisant ce livre, donc je pense que c'est assez réussi comme immersion. Ça me donne très envie de découvrir ce qu'il a fait d'autre, parce que voilà, je pense qu'à chaque fois c'est quand même assez pessimiste, donc il faut se préparer, mais c'est des ouvrages qui sont quand même aussi nécessaires pour avoir une petite piqûre de rappel et voilà, faire en sorte qu'on n'aille pas au désastre climatique. Ça serait quand même un futur sympa. Pas celui-là, hein, celui où il n'y a pas le désastre climatique. L'eau claire de la rivière se colore de rose par petits filets, comme l'éphémère teinte pastel d'un jet d'eau dans laquelle on rince un pinceau. Au fil du courant, la couleur se dilue, s'accroche au vert des herbes folles qui pendent des berges, à l'ocre des racines des peupliers, des saules. Un subtil dégradé délavé. J'aime assez. Sauf que le rouge ne vient pas d'une palette qu'un peintre aurait nettoyée dans la rivière, mais du crâne défoncé de Jérôme Morval. Salement défoncé même. Bon, c'est pas la meilleure partie du job, mais il faut que je vous parle d'une déception. Sniff. Vraiment, une grosse déception. un très gros flop même. Pendant mes vacances, j'ai donc pris 2 livres. Le premier, c'était L'autre moitié de soi, que vous avez vu plus tôt dans cette vidéo et qui était donc un très gros coup de cœur. Et le deuxième, c'était Nymphéa noire de Michel Bussy. C'est mon flop du jour. Je l'ai lu sur ma petite liseuse aussi. C'est exactement le même procédé que pour L'autre moitié de soi. J'ai regardé quels sont les livres qui sont pas chers hein, en e-book. Et j'avais vu surtout que dans les 50 livres préférés des Français, vous savez la liste que France TV, je sais plus qui l'a diffusée il y a pas longtemps, il y avait Nymphéa noire de Michel Bussy. Michel Bussy, c'est quand même un auteur classique dans le polar, le policier, le thriller un peu français. Donc je m'étais dit, c'est l'occasion, lisons son best-seller, le livre que tout le monde me dit de lire. Et j'ai pas accroché du tout. Alors l'histoire de Nymphéa noire, qu'est-ce que c'est? On est à Giverny. Giverny, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville qui est en Île-de-France, je crois, non en Normandie, mais c'est pas très loin de Paris, genre 1 heure ou 1 heure et demie. Et c'est là où Claude Monet a peint ses fameux nymphéas. Vous savez, pendant 30 ans de sa vie, il a peint des nymphéas de plein de couleurs différentes, à plein de moments de la journée différents, et petit à petit, il essayait de capter l'essence même de ces nymphéas. Enfin bref, le mec a peint quoi, ça pendant longtemps, et il est très connu pour ça. Et donc Giverny, c'est l'espèce de ville-musée que vous pouvez visiter, qui est d'ailleurs très sympa, où vous pouvez vous balader à travers l'inspiration, la vie et la ville de Claude Monet.
Et donc dans cette ville de Giverny, il va y avoir un meurtre d'un homme qu'on va retrouver. Alors je crois qu'il a le cœur percé, la tête broyée, il est dans l'eau, enfin bref. Et il y a un nouveau commissaire, un nouveau chef de police qui est muté en fait dans la zone de Giverny au même moment. Lui il vient d'Occitanie, il va donc se charger de résoudre l'enquête. Et donc on va suivre cette enquête. Il y a une part très importante du livre qui est consacrée à l'art, ça reste très accessible, mais c'est quand même le point positif, c'est qu'on en apprend plus sur Colnonnet, et que moi je ne savais pas particulièrement grand chose à propos de l'histoire des nymphéas, même de Giverny, etc. Tout ça pour dire que on suit cette enquête qui ne m'a pas du tout emballée, mais alors pas du tout emballée, parce que j'ai pas tout de suite mis de mots dessus, mais j'y ai réfléchi après. On apprend l'avancée de l'enquête uniquement via la conversation des deux policiers. C'est-à-dire que quand ils découvrent des indices, parce qu'en gros il y a le commissaire et son adjoint là, je sais plus quoi, quand ils découvrent des indices, on n'est pas avec eux au moment où ils les découvrent, c'est en mode « Ah chef, regardez ce que j'ai découvert !» Et hop, regardez, j'ai expliqué ça, et ensuite, j'ai fait ça, mais en fait ça s'est pas passé comme ça, et ensuite j'ai découvert ça. Mais mec, on s'en fout, c'est nul ça pour tenir en haleine. Moi j'ai envie d'être avec le gars quand il fait ses recherches, qu'il découvre des trucs. Et là, voilà, on peut faire des phrases qui sont hyper fortes en suspense, genre il ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir, enfin j'en sais rien, des trucs vraiment bateaux mais qui fonctionnent. Mais là non, à chaque fois que les mecs font une enquête, on n'est pas avec eux. Et on découvre ça après, donc je trouve ça nul. En plus, j'ai l'impression que ça fait très facilité scénaristique, genre ah, je tire les ficelles un peu comme je veux. Alors comment il a obtenu les infos, on sait pas. Comment il a contacté les gens, on sait pas. C'est trop rapide, trop facile, enfin c'était vraiment bizarre. Au niveau de la plume, j'ai pas du tout aimé, mais c'est un défaut que je peux pas vraiment qualifier de défaut. Je m'explique. Il y a une vidéo du Mock, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Le Mock, mais qui est très sympa, qui parle du fait de, est-ce qu'on peut dire que par exemple Marc Lévy, Guillaume Musso, j'en sais rien, tous ces auteurs qu'on classifie un peu comme de la sous-littérature, de la littérature de gare, est-ce que c'est vraiment moins bien? Est-ce qu'on peut vraiment juger de la qualité? Et pour moi, il n'y a pas de sous-littérature, enfin bref, c'est un autre débat, mais pour moi ça n'existe pas. Mais il y a un argument qui m'a vraiment marqué, c'est que tu ne peux pas comparer ce genre de livre à des romans plus classiques traditionnels parce qu'ils ne sont pas faits pour être lus dans les mêmes conditions. En gros, des romans comme Michel Bussy, Guillaume Musso, Marc Lévy, c'est fait pour être lu 20 minutes dans le métro, hop tu refermes, tu reprends 20 minutes dans le métro le soir, hop tu refermes, 20 minutes pour t'endormir, hop tu refermes, et à chaque fois tu dois pouvoir te souvenir où tu en es, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils disent, qui parlent, parce que en fait t'as pas le temps des fois d'attendre que d'avoir fini ton chapitre, tu t'arrives à ton arrêt, tu dois descendre, tu refermes ton livre, et en fait tu l'ouvres pas de toute la journée, etc. Donc il y a besoin de répéter les choses, et en fait c'est ça qui m'a pas plu. Moi j'ai lu ça comme un roman normal, il y a des répétitions tout le temps. Je vous jure que le nombre de fois où dans ma tête je me suis dit on a compris, on a compris. Et aussi dans les dialogues, ils répètent tout le temps le prénom de l'autre. C'est-à-dire que je m'adresse à vous, c'est comme si je disais ah machin nanana nanana, ensuite 2 phrases de dialogue, mais machin nanana nanana, 2 phrases de dialogue, machin voyons nanana. Mec, on sait que tu parles à lui, tu n'as pas besoin de répéter son prénom à chaque fois que tu t'adresses à cette personne. Et il y a des trucs comme ça qui vraiment m'ont fait lever les yeux au ciel, que j'ai trouvé objectivement mal écrit quoi, parce que il y a des répétitions tout le temps, le personnage du commissaire est antipathique, je l'ai détesté. Alors il est censé être un peu drôle, mais il met mal à l'aise les gens. Évidemment il sexualise toutes les femmes, soit les femmes elles sont vieilles et donc pas dignes d'intérêt, soit on parle des jolies jambes de la serveuse, on sait pas comment elle s'appelle, qui c'est, non, elle a des jolies jambes, soit la seule femme un peu, voilà, hein, oh, direct, il y a des petits bails. Enfin, c'est plein de défauts comme ça que je trouve un peu fatigants à force de facilité. Bon, on va dire qu'il y a une représentation de la femme qui nous fait un peu lever les yeux au ciel, mais passe encore. Mais c'est voilà, un tout qui fait que je me suis pas intéressée à l'enquête parce que pour moi elle était pas intéressante. Je m'en foutais en plus de ce qui était arrivé au mec. Il est même pas attachant, le personnage qui est mort, donc en fait qu'il soit mort on s'en fout. Le commissaire je l'ai détesté, j'ai pas forcément aimé l'écriture, les petits punchlines, les petites tentatives d'humour qu'il y avait dedans, j'ai pas du tout aimé. La résolution,
est sympathique. La résolution est sympathique. Je vous cache pas qu'à la fin j'ai lu un peu en diagonale parce que j'avais juste envie de savoir comment ça se terminait, mais j'en avais un peu marre de lire mot pour mot les phrases, donc j'ai un peu lu en diagonale pour voir comment ça se finissait. Je pense que j'ai lu 70% en entier, vraiment correctement quand même pour me faire une idée. Parce que j'avais trop la flemme en fait de racheter un autre ebook, donc voilà, dès que j'avais un peu de temps pour lire et que je savais pas trop quoi faire d'autre, je lisais Nymphéa Noire. Mais à la fin c'est bon, ça m'avait saoulé et j'ai lu en diagonale. La résolution est sympa, on va pas lui enlever ça. Il y a une construction narrative, il y a de l'originalité dans l'intrigue et la résolution en fait de l'enquête, mais le fond en fait est sympa, mais la forme elle l'est pas du tout. Et moi quand je lis un livre que je considère comme pas très bien écrit quoi, ça me sort du récit, enfin je peux pas passer outre en me disant bon l'histoire est quand même sympathique, j'accepte. Non, c'est vraiment, j'arrive pas à passer outre. Pour moi il faut qu'il y ait le fond et la forme. Là le fond en plus il y avait quand même des petits trucs qui m'allaient pas, même si de nouveau Giverny c'est sympa, l'art c'est sympa, j'en ai appris sur Nymphéa. Je suis contente d'avoir essayé Michel Bussy même si c'était pas une réussite et que je ne pense pas du coup retenter cet auteur. Je comprends pourquoi c'est un des livres préférés des Français, parce que on voit pas venir la fin, elle est vraiment très originale, ça met en avant le patrimoine français donc c'est quand même très sympathique. Le fait de mettre en avant l'art, Claude Monet, Giverny, les gens ça se voit qu'ils sont fiers en plus de cette ville, donc on est quand même sur quelque chose de très valorisant pour la France et le patrimoine français, donc très sympathique. Ça n'a pas réussi à me happer. C'est des choses qui arrivent, Je conçois totalement qu'on puisse adorer ce livre, mais là ça l'a tout simplement pas fait. Mais c'est pas grave. Si vous trouvez que les contes de fées sont un peu cucu et sans profondeur, c'est probablement que vous avez en tête les archétypes de Disney. Spoiler alerte, dans les contes originaux, aucun ne se termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », aucun prince ne s'appelle Prince Charmant, et d'ailleurs, certains sont carrément craignos. Et ce n'est pas tout. Quand on creuse un peu, on retrouve d'anciennes versions franchement plus sordides, des mutilations, des meurtres, de l'adultère, du cannibalisme. J'ai terminé un roman graphique / essai un peu, que je crois que je vais vous présenter dans mon prochain book haul. À mon avis, vous l'avez pas encore vu au moment où cette vidéo sort, mais aussitôt acheté, aussitôt lu, comme souvent avec les graphiques, et j'ai acheté. Et à la fin, il meurt, la seule vérité sur les contes de fées, de Lou Luby. Lou Luby, je crois qu'elle a écrit d'autres romans graphiques assez connus, notamment La fille derrière l'écran, et d'autres que j'ai pas lus, mais je sais que La fille derrière l'écran, elle a eu quand même un sacré succès avec celui-là. Et on va revenir sur l'histoire derrière les contes de fées, d'où ça nous vient au début avec cette tradition orale que en fait les gens ont un peu ancré dans le réel et auquel on a donné une forme définitive avec l'écrit, notamment avec Basile en Italie, ensuite les frères Grimm en Allemagne et Perrault en France. Je crois que Perrault c'était avant les frères Grimm. Mais on va reprendre un peu cette histoire des contes à travers des contes très connus comme Cendrillon, mais à travers d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ai découvert beaucoup de contes que je connaissais pas. C'était vraiment sympathique. Des contes qui sont occidentaux, mais aussi des contes russes, des contes chinois, des contes plus orientaux qu'on n'a pas l'habitude de croiser, et qui sont tout aussi hardcore que les nôtres, n'est-ce pas? On va découvrir un peu ce qu'est un conte et ce qu'il n'est pas, la différence avec les fables, avec les autres histoires, est-ce que ça doit inclure une morale ou pas. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les contes ont été façonnés au fil des ans par les personnes qui les ont écrites, et que ils ont été modifiés en fonction des mœurs et notamment des règles, des principes religieux de l'époque, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées pour que ça convienne à la bonne société, on va dire. Ça reprend un peu la structure des contes aussi, les thématiques qu'ils abordent, la place de la femme. C'est une femme qui l'écrit et je crois une femme assez féministe, donc la place de la femme, parce que souvent elle est un peu objet, elle subit un peu les choses, son accomplissement se trouve dans le mariage, ou alors il n'y a pas beaucoup de consentement dans ce qui se passe, et donc elle se pose la question de est-ce que si les femmes avaient écrit les contes, ça serait passé différemment? Spoiler alerte, malheureusement non, hein, parce que les contes écrits par des femmes sont pas forcément mieux. Mais hyper intéressant, très violent, ne donnez pas ça à votre enfant, parce que il y a beaucoup de sang, beaucoup de mutilations, beaucoup de tromperies, un peu de scène olé olé, on va pas se cacher. Ça parle un peu de Walt Disney et de la manière de laisser approprier les contes, mais pas tellement. Vraiment, on se concentre sur les personnes qui ont
importé ces contes et les ont rendus vraiment populaires et les ont de nouveau rendus définitifs, parce qu'avant, comme c'était la tradition orale, ça s'adaptait à la société et les contes pouvaient évoluer et se mouvoir en même temps que les personnes à qui ils étaient racontés. Maintenant, c'est plus le cas. Cendrillon a une forme définitive, notamment via Walt Disney, mais par rapport au conte aussi initial. Et il y a aussi une réflexion très intéressante dans le livre qui est: puisque les contes sont un peu violents, un peu sexistes, etc., est-ce qu'il faut encore les enseigner aux enfants? Après, on pense ce qu'on veut dessus, mais c'est voilà, des réflexions très intéressantes, et c'est un livre qui est très bien pour développer l'esprit critique autour des contes, parce que ça te dit pas que c'est bien ou pas bien, qu'ils sont mauvais ou pas mauvais, ça t'explique juste comment ils ont été construits, leur jeunesse, comment ils ont évolué en Occident, comment on se les a appropriés, et j'ai trouvé ça passionnant. En plus, vraiment, c'est à mourir de rire. C'est tellement drôle. Loulubi est extrêmement drôle. Elle te balance des punchlines et des blagues à tour de bras dans le roman graphique. Elle vulgarise énormément le propos, donc en plus les héros ils parlent un peu comme nous, même si des fois elle intègre des vraies phrases du récit. Ils parlent de très 21e siècle, hein, et vraiment, je vous jure, elle intègre des phrases des fois ou des scènes, et je trouve ça à mourir de rire. Je me suis tapé des barres en lisant ce livre, et ça arrive pas souvent que je rigole, et là je rigolais vraiment, pas à gorge déployée, mais je rigolais de manière audible, voilà, c'était pas un simple sourire, c'était audible, hein. J'ai adoré ce livre, et attendez, mon téléphone. Me revoici, j'ai adoré l'idée d'ajouter une application mobile pour interagir avec le roman graphique. Je vous explique. Il y a des petits signes de grenouille que vous pouvez scanner avec l'application Delcourt Soleil Plus sur votre téléphone, que j'ai. Attendez, je vais en scanner un. Hop. Ça scanne la page et vous accédez à du contenu supplémentaire. Par exemple, là, c'était une page qui expliquait que Cendrillon était basé sur un conte chinois qui date de 850 environ, alors que nous, il est sorti en 1950 aux États-Unis. Et donc, vous avez ce conte chinois que vous pouvez lire pour découvrir d'où est inspiré Cendrillon. Et c'est ça tout au long du livre. Dès que vous avez une petite grenouille, comme ici, une petite grenouille, et bien ça veut dire que vous pouvez scanner la page et que vous accédez à du contenu supplémentaire. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est du contenu plus informatif, etc., qui je pense aurait alourdi le roman graphique et le récit. Il est déjà... Enfin voilà, il fait déjà une bonne taille, quasiment 250 pages, donc c'est sûr que si tu nous rabâches 1 million d'informations sur les contes qu'elle mentionne ou des fois des choses qu'elle mentionne, et évidemment t'as pas le temps de rentrer en profondeur sur tous les sujets sinon ça serait interminable, eh bien un petit scan avec le téléphone et on peut en découvrir plus, et ça je trouve ça absolument génial. Ça paraît tout con hein, parce que en soi scanner une page de livre pour avoir des infos, ça paraît pas une nouvelle technologie absolument révolutionnaire, et pourtant c'est la première fois moi que je vois ça dans un livre, et donc je suis ravie. En tout cas, si vous aimez les contes, si vous aimez l'univers des contes et que ça vous intrigue d'où ça vient, et surtout les vraies histoires derrière les contes, parce que Cendrillon, la petite sirène, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, c'est hardcore, vraiment hardcore, et bien je vous conseille ce roman graphique qui est à la fois enrichissant, très drôle, très bien construit, il développe l'esprit critique, vraiment il a tout pour plaire et il m'a beaucoup plu. Et il me semble qu'avec ce clip, c'est la fin de l'update lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si mes souvenirs sont bons, on est sur un coup de cœur, de très bonnes lectures, une déception, donc c'est un bilan plutôt positif. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye!